Hey yo, c'est Lina Mayem et là vous regardez Click Talk. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it. Walk it like I talk it. You. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey. Bonjour Lina, comment tu vas? Ça va et toi? Bah écoute, on est très heureux de te recevoir pour la première fois chez Click. On te reçoit parce que tu as sorti le 4 mars dernier ton deuxième album, Authentique. Il succède à Femme Forte, que tu as sorti il y a 2 ans. Quels enseignements tu as tirés de ce premier album? Quelle expérience il t'a apporté? Pour le premier album, je pense qu'il y a eu beaucoup de maturité. Beaucoup de maturité et beaucoup d'acquisition d'expérience. Dans le sens où c'était une première pour moi d'annoncer un premier album. Je ne savais pas ce que c'était, donc tout ce qui englobe le stress, savoir gérer ses émotions, tout ça. Et donc je pense que ça m'a beaucoup facilité pour ce deuxième opus. Femme forte, c'était un peu une affirmation. Est-ce que tu te sens toujours aussi femme forte aujourd'hui? Ouais, éternellement. Ok. En tout cas, tu fais ton retour aujourd'hui, donc avec ce nouveau disque. Je te propose tout de suite d'écouter un premier extrait avec le morceau Ciao. Let's go. Cerveau s'est envolé, petit cœur n'est pas réparé. Je dois faire comme si tout allait, comme des parents divorcés. Mes sentiments condamnés, je crois que je m'aime mais pas assez. C'est dur quand faut avouer, je préfère mourir que ce ciao, 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 allez, ciao, ciao, allez, ciao. Ici c'est ciao, ciao, ouais, ciao, ciao, allez, ciao, ciao, ouais, ciao. Ouvrir son album sur un morceau qui s'appelle Ciao, c'est un drôle de signal. Ça peut laisser place à de multiples interprétations. Toi, c'était quoi ton intention? À qui t'as voulu t'adresser? Alors, il faut savoir que déjà, mes titres, c'est un message universel, dans le sens où je ne vise pas une personne ou une communauté. Et puis, comme tu l'as dit, ça peut interpréter beaucoup de choses. Si on veut en italien, ciao, c'est bonjour, tu vois, pour commencer l'album, comme une espèce d'intro, quoi. Ok. C'était pas une manière de dire ciao à une première partie de carrière qui s'est pas forcément toujours bien déroulée pour toi? Non, parce que tu lui dis jamais au revoir, en fait, parce que c'est ton évolution, elle fait partie de toi et tu pourras jamais la mettre à l'écart, en fait, elle est là. Ok. Ouais. Tu parles d'évolution, je pense que c'est important pour comprendre d'où tu viens de remonter un petit peu dans le temps. Est-ce que tu te rappelles de la naissance de ta passion pour la musique? Ouais. Est-ce que tu peux me raconter comment ça s'est passé? Ça a commencé dans ma chambre. Voilà, ça a commencé dans ma chambre avec des phases B sur YouTube. Et pour le coup, voilà, je m'entraînais comme ça. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Alors, te donner un âge exact, je ne saurais pas le faire parce que c'est tellement lointain. Mais voilà, on a toujours joué avec mes copines, que ce soit au bac à sable, à l'école, à la Nouvelle Star, des petits jeux comme ça. Mais j'ai commencé à m'y mettre. Ma première session studio, c'était à 14 ans. Voilà, avec les grands de chez moi qui tenaient un collectif qui s'appelait VNF parce que je viens du Val d'Argenteuil. Et pour le coup, j'avais eu le droit à ma première session au studio G8 du grand frère ASFU. Okay. Et pour le coup, voilà, c'était une belle expérience. C'était un premier titre que j'avais fait, que j'avais écrit toute seule. Et c'était une dinguerie. Mais il paraît que c'était un de tes voisins de palier qui t'entendait tout le temps chanter, ça résonnait dans l'escalier, et c'est lui qui t'a un peu mis le pied à l'étrier, si Exactement, c'est lui qui tenait justement le collectif VNF, en fait, à l'époque. Et c'est vrai qu'il m'entendait tout le temps, et c'est moi, je le saoulais un petit peu, s'il te plaît, emmène-moi. Et quand mes parents, ils étaient un petit peu quand même assez sur... En fait, ils avaient peur que je sois trop dissipée, très très jeune, et que je délaisse l'école. On a essayé de manigancer quelque chose avec justement ce grand frère que j'appelle Fictou pour essayer d'amadouer ma mère, en fait, pour qu'elle me laisse aller en studio. Et pour le coup, comme je ramenais de bons résultats à l'école, c'est pour ça que j'avais cette facilité aussi qu'on me libère un petit peu. J'ai l'impression que chez toi, il y a tout de suite eu un peu cette culture de la performance vocale, de savoir correctement chanter, de bien chanter. Est-ce que c'était aussi une manière de convaincre tes parents qui pouvaient être un peu dubitatifs par rapport à la passion de la musique que tu pouvais avoir? Franchement, il n'y avait pas grand-chose à faire. Mes parents, ils voulaient absolument que je sois assidue à l'école, que je ramène des diplômes. Et en fait, c'était justement le pourquoi du comment. Ça me laisserait justement par la suite d'exercer un petit peu plus ma passion, tu vois. Mais sinon, non, le fait de savoir chanter, ils le reconnaissaient, mais pour eux, voilà, ils avaient... Enfin,
à travers ce qu'ils voyaient à la télé, à l'époque, ils voyaient que c'était tellement un milieu assez dangereux pour leur enfant, qu'ils avaient un peu peur en fait, que je me lance dedans. Ouais. Tu as aussi fait beaucoup de concours, si je ne me trompe pas? Ouais, j'en ai fait 2 à l'époque, ouais. Qu'est-ce que tu retires de cette expérience-là? Très belle expérience, et aujourd'hui, c'est des personnes avec qui je collabore, et c'est une dinguerie, en fait. C'est des rêves que je réalise, c'est des objectifs que j'atteins, et je suis très contente. Donc tout ça, c'est un peu tes jeunes années, si on peut dire. À côté de ta passion pour le chant, tu vas à la fac, tu fais des petits boulots. Et un jour, tu commences à publier tes premiers covers sur Internet. C'est ça. Tu reprends des titres de Maître Gims, de Booba. Et il y en a un qui est pas passé inaperçu, c'est Neuf de Yveron, qu'on écoute. Nouveau riche, ma Lamborghini a pris quelques dodanes. Je finis à la choriste, ni au McDonald's. Si c'est eux qui ont raison, je sais pas raisonnable. L'enfant dans ton salon sera sûrement désagréable. Et là, du coup, raz-de-marée, quoi. Ouais. C'est là que tout commence un peu. C'est là que tout commence, parce que surtout, ceux d'avant, c'était quand j'étais bien jeune, hein, les covers de Maître Gims, tout ça, j'étais bien jeune, je crois, j'avais 15-16 ans. Ouais. Et celui-là, je l'ai fait, j'allais sur mes 20 ans. Et c'est vrai que je ne m'attendais pas du tout à ce qui allait suivre, en fait. Aujourd'hui, la vidéo comptabilise près de 56 millions de vues sur YouTube. À titre de comparaison, c'est 85 millions pour le titre original. Ok. Comment toi, tu as vécu ce succès qui a été un peu fulgurant, en fait? Pour être sincère, je l'ai pas ressenti tout de suite, en fait. Parce que j'étais encore dans mon cocon où, à cette époque-là, je travaillais en boulangerie, j'étais à la fac. Donc, j'étais en train de faire ces 3 choses-là à la fois. Donc, niveau stabilité dans ma tête, c'était pas trop ça. Et c'était tout nouveau pour moi, parce que justement, j'avais des gens, en fait, qui venaient à la boulangerie pour me prendre en photo. Moi, je comprenais pas, en fait. J'étais avec ma Charlotte sur la tête. J'ai dit, tu fais quoi, là, en fait? J'ai pas compris. Quand tu me prends en photo. Mais si, c'est la meuf qui a fait le remix de Booba. Et j'étais même pas au courant, en fait, qu'il était en train de cartonner, parce que je suis une meuf, je suis pas trop sur les réseaux, en vrai de vrai. Tu vois, j'étais très restreint au niveau réseau social. Enfin, c'était pas mon dada, quoi. T'as un peu hésité à te lancer dans la musique, tu t'es pas dit « Ok, ça marche, je me lance tout de suite ». Au départ, tu te disais vraiment « Est-ce que je garde ce taf à la boulangerie ?» etc. Pour moi, c'était comment dirais-je? C'était quelque chose de sûr. Donc moi, j'avais mon salaire à la fin du mois qui me permettait de payer mes assurances, enfin tout ce que j'avais à payer en facture, aider mes parents et tout. Mais la musique, on en voit, ils viennent, ils repartent. Il y en a qui connaissent des chutes incroyables. Et c'est vrai que ça me faisait un peu peur. Donc moi, je me suis dit, je suis à la fac, je continue mes études, je fais mon petit job à côté. Quand j'ai le temps, je fais un peu de musique. Mais là, en fait, ça prenait un engouement de malade. Et là, en fait, j'avais plus le choix parce que justement, j'avais des propositions de maisons de disques. Tout venait à moi. Et là, je me suis dit, peut-être que c'était le moment de saisir ma chance. L'opportunité s'y présente, elle va peut-être pas se présenter 2 fois. Et j'y suis allée et là, j'ai tout lâché. Justement, ouais, forcément, un succès pareil, forcément, ça c'est arrivé assez vite jusqu'aux oreilles de l'industrie. Très rapidement, il y a un gros label qui te contacte pour un premier projet. Malheureusement, j'ai cru comprendre que tes relations avec les labels, les maisons de disques, au départ, c'était un petit peu compliqué. Tu as été plongé dans le grand bain sans trop savoir à quoi tu allais faire face, en fait. Non, au début, tout se passait bien. Et justement, c'est par la suite, quand j'ai commencé à vouloir comprendre comment fonctionnait l'industrie, que j'ai découvert certaines choses qui m'étaient cachées. Et pour le coup, c'est là où ça a créé quelques petits soucis qu'on a réglés par la suite, parce que voilà, il manquait beaucoup de transparence, en fait. Ouais. Tu as dit plus tard, on m'a vendu du rêve, mais sans m'aider à l'atteindre. Oui, exactement, ouais. Ouais, parce qu'en fait, c'est dès le départ, quand tu pètes de malade, on fait tout en fait pour t'avoir. Et une fois qu'on t'a dans la main, on prend son temps maintenant. Alors qu'au début, on était très pressé de m'avoir. Mais une fois qu'on m'a eu, on a pris beaucoup de temps à développer le produit Lina Mayem. Et comment tu as vécu justement ces jeunes années de développement où toi, tu connaissais encore rien, on voyait en toi peut-être une nouvelle poule aux œufs d'or, et toi, il fallait que tu te développes artistiquement. Comment ça se passe, ce moment-là? Par manque de connaissances. Ça m'a coûté cher, dans le sens où ça m'a coûté 1 an et demi de carrière arrêtée, une grosse dépression.
une perte de poids de 15 kilos. Et pour le coup, là, je ne savais plus trop quoi faire. En fait, j'étais perdue parce que j'avais arrêté la fac, j'avais arrêté le travail. Mes revenus n'étaient qu'à travers la musique. Et là, j'ai tout coupé. Donc, je me dis, OK, donc là, Lina, va falloir que tu te réveilles. C'est des choses qui arrivent. Ça aurait pu être pire. Allez, on va dire, moi, pour me rassurer, je disais, ça aurait pu être pire. Mais dans tous les cas, chaque problème a sa solution. Donc, tu vas patienter et tu vas essayer de prendre la meilleure décision. Donc voilà, j'ai patienté. Et au bout d'un moment, je voyais qu'en fait, en patientant, j'étais en train vraiment de m'engouffrer dans un trou noir. Et je pensais ne plus jamais revoir le jour, en fait. Et à ce moment-là, c'est là où tu te rends compte, en fait, que ça se voit physiquement. J'avais une dégaine un petit peu... j'étais à 2 doigts de l'anorexie, en vrai. Parce que j'étais passée de 70 kilos à 52 en l'espace de quelques mois. C'est un truc de ouf. Et je me suis dit, comment je vais faire pour me relever, en fait, parce que je m'y connais pas et j'ai pas cherché, en fait, j'ai pas cherché non plus à comprendre. Parce qu'à ce moment-là, moi, quand je fais ma musique, je viens du Val. Je faisais des petits tafs par-ci, par-là. Je gagnais pas des masses non plus. Et quand je payais mes sessions, 1 heure, ça suffit pas pour faire un titre, complètement, tu vois. Surtout quand tu top line et quand tu écris, 1 heure, ça suffit pas. Donc je me dis, moi, j'ai cette chance-là, là, je paye plus rien. Je suis contente, j'ai ma cabine, un ingé, et je suis en train de réaliser mes rêves en écrivant tout ce que je peux vivre et tout ce que je serais amenée à vivre, en fait. Et à ce moment-là, quand t'as plus tout ça, tu te dis, c'est chaud, là, en fait. Tu vois. Mais parce que, juste pour qu'on comprenne bien, en fait, le problème, c'est qu'on ne te laissait pas sortir ta musique à ton rythme. C'est ça. Non, en fait, dès le départ, en fait, on a voulu... je dirais pas me manipuler, parce que non, c'est pas exactement le mot, mais me donner une direction artistique qui n'était pas du tout la mienne, en fait. C'est allé trop vite, en fait. Du jour au lendemain, on m'a dit non, les provinces, c'est là-bas qu'il faut aller, c'est là-bas que ça marche, c'est comme ça, alors que moi, je suis un produit urbain à la base. Tu vois, je suis un produit urbain, je suis arrivée avec une cover de Neuf des Verrons reprise sur un beat afro. Tu peux pas passer du tout au tout, en fait. Et ce qui m'a coûté un petit peu un bout de ma carrière, dans le sens où j'ai dérouté mon public à trop vouloir écouter les autres, parce que moi, je me suis dit, Lina, écoute, toi, t'es toute nouvelle dans le truc, eux, c'est des professionnels, ils savent mieux que toi, donc écoute-les, fais-leur confiance. Mais en fait, non, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où le petit peut apprendre au grand et le grand peut apprendre au petit. Voilà, c'est pas que le grand qui apprend au petit, parce qu'aujourd'hui, il y a des choses que les grands ne maîtrisent pas comme les jeunes, juste avec les réseaux sociaux, tu vois. En tout cas, cette période un petit peu compliquée aujourd'hui, elle est derrière toi. Aujourd'hui, donc, tu sors Authentique. Je crois que la sortie, elle a été aussi un petit peu compliquée. Tu étais en conflit avec ta production qui ne voulait pas te laisser le sortir. Comment est-ce que tu expliques le fait que tu aies rencontré autant de difficultés en si peu de carrière? Est-ce que c'est le fait d'être une femme dans une industrie encore dominée par les hommes? Alors, je dirais pas ça, parce qu'aujourd'hui, ça s'est un peu plus ouvert. Et je dirais surtout que c'est les épreuves de la vie. C'était écrit comme ça, qu'il fallait que ça se passe comme ça. Donc j'ai pris. Et c'est vrai que le premier album aussi s'est fait dans la douleur. Mais vu ce que j'avais vécu auparavant et avec la nouvelle équipe que j'avais, ma petite équipe interne à moi, Heartbeat, en fait, ils m'ont montré tellement de choses que je pouvais pas me dire, en fait, non, ça va recommencer. Ils m'ont tellement redonné confiance, parce que fallait me voir, sortir d'où je suis sortie, il fallait me voir. Et ils m'ont tellement redonné espoir et confiance et m'ont tellement donné ce truc de « t'as ta place, en fait, Lina, bats-toi », tu vois. Et j'ai pas lâché l'affaire, en vrai. Et il est sorti, même s'il est sorti dans la douleur, le premier album, d'où le titre « Femme forte », par rapport à tout ce que j'ai pu vivre, que ce soit dans ma vie privée ou dans ma carrière musicale, j'y ai toujours cru, quoi. Même si ça s'est fait dans la douleur. En tout cas, aujourd'hui, donc Authentique est dehors, et dessus, on retrouve des titres comme Mal de toi. J'avais le mal de toi, et pourtant, je suis restée là. J'ai le mal de toi, et pourtant, je suis restée là. J'ai le mal de toi. Je m'en vais, je ne peux plus rester là.
Ce morceau, il parle d'une relation qu'on qualifierait aujourd'hui de toxique, dans laquelle on s'oublie jusqu'à se rabaisser et tomber au plus bas. Je trouve que tu mets beaucoup d'intensité dans ton interprétation. Comment ça se passe le processus de création d'une chanson comme ça? Est-ce que tu ressors un peu éprouvé du studio? En l'occurrence, oui, parce que là, c'est mon histoire. Et pour le coup, je pense qu'on a tous, chacun, notre façon de travailler. Il y a des gens qui ont besoin d'être entourés et d'autres qui ont besoin de complètement être seuls. Et à la conception de ce titre-là, j'avais besoin d'être seule. Tu vois, parce que c'est pas facile, tu vois. Tu vas chercher un petit peu dans tes souvenirs qui t'ont quand même fait mal dans ta vie. Et pour le coup, bah, t'as pas envie de montrer tes états d'âme devant tout le monde, quoi. Qu'est-ce qui est le plus... qui te demande le plus d'efforts? Est-ce que c'est l'interprétation ou c'est quand tu vas écrire? C'est les deux. Parce que le mettre sur papier, c'est y penser. Et y penser et y repenser. Et le chanter, c'est le vivre, en fait. Tu vois, donc c'est assez compliqué. On peut entendre dans ce titre-là que j'ai un peu la voix grainée parce que ça m'est arrivé un petit peu de lâcher la larme. Pendant c'est des choses, l'enregistrement? voilà, c'est une plaie qui s'est un peu réouverte à ce moment-là, mais voilà. Ok. Sur cet album, tu as aussi ramené une de tes idoles de jeunesse, Zao. C'est une fierté pour toi? De ouf. Ouais, c'est une fierté de ouf, en fait. C'est une fierté et c'est aussi une très grosse joie et un rêve et un objectif accompli. Dans le sens où, comme j'ai pu l'expliquer maintes et maintes fois, Zao, c'est une artiste dont je me suis beaucoup inspirée à l'époque, qui a bercé ma jeunesse et celle de mes grands frères. Donc je me dis, waouh, j'ai cette chance-là de travailler avec elle. Et surtout, qu'elle m'a appelée, en fait, justement, pour travailler avec elle. Donc après, on a lié lui chez l'agréable. J'ai dit, bah vas-y, let's go, on fait plusieurs titres. Et surtout qu'elle m'a très bien accueillie. Il faut savoir qu'en fait, je me suis jamais reflétée pour rien envers quelqu'un, parce que quand je l'ai vue à l'œuvre, je me suis dit, ah ouais, femme forte, en fait, je travaille qu'avec ça. Parce que c'est elle qui a enregistré la session, elle est perfectionniste comme moi, elle est minutieuse comme moi. Et je me dis, ah ouais, en fait, les grands esprits se rencontrent toujours. Est-ce qu'on s'écouterait pas un extrait de votre collaboration, Emmène-moi? Allez, let's go. Mais sans toi, je vais où? Sans toi, t'as mis sur mon cœur un verrou. Emmène-moi loin de mes doutes. Moi, sans toi, je vais où? Sans toi, t'as mis sur mon cœur un verrou. Emmène-moi loin de mes doutes. Au-delà du côté plaisant de travailler avec une de tes idoles de jeunesse, est-ce que quand même, quand tu es en studio avec Zao, tu as un peu la pression Ouais. plus que quand tu es sur un morceau solo où tu maîtrises le truc? Alors, on a toujours une pression constante. Elle est tout le temps là, la pression. De vouloir bien faire, de vouloir réussir. Mais c'est vrai que quand il y avait Z, quand il y avait Zao, je me suis dit, là, les gars, là, c'est une plume qui a écrit pour Céline Dion, c'est une plume qui a écrit pour pas mal de personnes, qui a accompli des titres intemporels, je peux pas me louper. Donc là, je me dis, ok. Peut-être ça sert à rien de te mettre une pression, parce que c'est là où ça va tout brouiller. Je me laisse tranquille, portée par la vibes, et ça s'est fait naturellement, parce qu'en vrai de vrai, j'ai ce côté-là où je fais très attention aussi à ce que j'écris. Tu vois, il y a du son pour s'ambiancer, et puis il y a des textes conscients. Tu vois, et je suis beaucoup dans ça parce que j'ai grandi en fait avec ça, avec Zao, Walen, Kaina Samet, Kelia. Tu vois, ça a toujours été des chansons qui voulaient dire quelque chose. Tu vois, au-delà de ça, j'écoutais beaucoup de variétés françaises entre Edith Piaf, Aznavour, Brel. C'est des gens qui disaient des choses dans leur musique. Tu vois, et t'apprenais pas mal de choses. Ça t'inculquait des valeurs, des principes, ça te montrait des choses de la vie que tu pourrais comprendre une fois que tu les auras vécues. Mais en l'occurrence, ouais, c'est vrai que la barre, elle était là quand même.
C'est intéressant que tu parles de Wallen, Kaina Samet, qui sont de grandes femmes du R&B français. À l'époque, elles étaient souvent présentes en featuring, notamment sur des morceaux de rap, au refrain. Et puis, il y a eu toute une période où l'autotune a presque mis ces artistes-là au chômage. Alors, je ne vais pas dire au chômage non plus, mais en tout cas un peu sur le côté. Aujourd'hui, quand tu vois à nouveau le succès d'artistes comme Aya Nakamura, Dadju, Imenes, Taiki, qui ont de très gros succès en solo, mais qui sont aussi invités sur plein de projets. Est-ce que tu as l'impression d'assister à un revival R&B ? Clairement, parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, ça a beaucoup évolué. C'est vrai qu'avant, les chanteuses n'avaient leur place que sur des refrains, sur des intros ou des outros, ou pour faire des bacs, des chœurs. Et aujourd'hui, en fait, les hommes sont capables de le faire avec la technologie qui évolue, hein, bien évidemment, vocodeur, autotune, tout ça. Et je pense que c'est surtout aussi la société qui est comme ça, dans le sens où nous, dans l'industrie musicale, ça se fait beaucoup aujourd'hui. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, en vrai de vrai. Quand t'écoutes des titres aujourd'hui, tout le monde a son petit autotune réglé au niveau qu'il veut. Et dans le sens où... moi, je suis content pour ces artistes-là, parce qu'ils méritent. Ils ont peut-être commencé comme ça, mais aujourd'hui, regarde où ils sont. Tu vois. On parlait tout à l'heure de rap. Récemment, tu as aussi été invité par un célèbre rappeur à 3 lettres sur un projet collaboratif entre Paris et Marseille. Ouais. Est-ce qu'on s'écouterait pas aussi un extrait ? Allez, let's go. Allez. M'en fous des gens, besoin de dégâts même sur les gens qui sont bons qu'à créer des légendes. Faut être intelligent, à la zone faut emmener l'argent, faut jobber dur pour avoir ta chance. Avec moi j'ai fait la paix, j'ai retourné la terre, les mains dans la boue, tu m'aides ou tu m'enterres. Je connais beaucoup de gens qui ont fait du mal et qu'en ont pas l'air. Brisa ou Nigal, Bibel, Moussa Femouel. Le J, Jul. J, le sang. Comment est-ce qu'il t'a approché ? Ça s'est fait. Alors, moi, c'est mon manager. Hein. C'est Moussa qui m'a appelé. Il m'a dit ouais, Jul te veut sur le classico organisé. Je me suis dit ouais, je suis en mets de ouf. Et je pense que c'était par rapport à son cousin, au cousin de Jul, et qu'il a réussi à nous approcher. Et du coup, après, on a fait la connexion directe. Jul, c'est un artiste pour qui j'ai beaucoup de respect parce qu'il a accompli beaucoup de choses et personne ne croyait en lui au début. Et aujourd'hui, je pense que c'est les plus grands vendeurs dans le game, si je ne me trompe pas. Et donc, être invité justement sur cette compil-là, cet album-là, excuse-moi, c'est un honneur. Franchement, je me dis, ah ouais, c'est que quand même le taf, il est reconnu. Sinon, on ne m'aurait pas appelé. Et en plus, par le J. Donc, franchement, Chambé, il m'a accueilli, mais genre... c'est un truc de ouf, en fait, comment cet homme-là, il est humble, il est trop gentil, c'est incroyable, en fait. Oui, vous vous êtes vus, ça passait comment, l'enregistrement du morceau? C'était à distance ou vous vous êtes vus, vous avez pu passer un moment ensemble? Alors, en fait, on aurait pu le faire à distance, mais moi, quand je feat, j'ai beaucoup de mal, justement, à faire les choses à distance parce que tu ressens pas vraiment la vibes, la connexion. Alors que quand tu es avec l'artiste en personne, y a beaucoup de choses qui en ressortent, en fait, tu vois. Avant tout, la musique, c'est un partage. C'est-à-dire que si on partage les choses chacun de notre côté, ça peut le faire, mais c'est toujours mieux quand on est ensemble, tu vois. De toute façon, c'est pas moi qui le dis, hein, l'union fait la force dans tous les cas. Et donc, ce qui fait qu'on est descendu à Marseille pour les 2 fois, parce que j'ai été sur 2 morceaux pour le coup dans l'album. Et on est descendu, je l'ai rencontré, franchement c'était dingue, c'était chambé, bonne ambiance, ils m'ont trop bien reçu, j'ai manqué de rien. Lina, tu veux de l'eau? Lina, tu veux ci? Lina, t'as faim? Lina, si. C'était trop bien. Et du coup, après, ça y est, avec Jul, bataille de top line. Okay. Ouais, quand il m'a vu à l'œuvre, il s'est dit, mais en fait, là, elle a fait des top lines pour tout le monde, je comprends pas, elle va s'arrêter quand? Tu vois? Et moi, tu leur as mis une pression, en fait. Non, pas pression. C'est dans le sens où ils me connaissaient pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand tu connais pas, tu sais pas de quoi la personne est capable. Donc, du coup, en mode bataille de top line, ça s'est mis qu'à top liner. C'était charmé. Il était grave content. Donc, justement, après, je venais vers lui. Est-ce que t'aimes bien? Est-ce que ça? Est-ce que si? Donc, voilà, il me drivait un peu et tout. Mais en soi, franchement, très content du résultat. Et vraiment, ça a été un honneur d'y participer. Ouais, il y a eu un vrai échange, quoi. Ouais. Ça ouvre peut-être la voie à d'autres collaborations. Ouais, peut-être. Ouais.
En tout cas, qu'on l'apprécie ou pas, il y a quelque chose qu'on ne peut pas enlever à Jul, c'est son authenticité. Je pense que c'est un de vos points communs. Toi, tu as été jusqu'à appeler ce projet authentique. Est-ce que c'est une manière de t'affirmer une bonne fois pour toutes sur la scène musicale et de dire, en fait, je ne serai pas votre pantin, quoi. Ce que vous avez peut-être vu en moi en première partie de carrière, c'est pas ce que je vais faire. Moi, je vais essayer de rester dans ma ligne et de proposer ce que j'ai envie de proposer. Alors, il n'y a pas que mon authenticité qui gagnera dans l'histoire, c'est surtout ma détermination. Donc, je pense que c'est ça qui va montrer aux gens en fait que j'ai ma place et que je vais ancrer en fait mes pieds dans le bain, tu vois. Parce que être authentique, c'est quelque chose de bien, mais ça suffit pas en fait. Si tu fais pas le travail derrière, tu peux rester authentique et être courtois avec tout le monde, mais c'est pas ça qui va te faire avancer en vrai de vrai. Tu vois, parce que malheureusement, aujourd'hui, c'est plus les méchants qui gagnent que ceux qui disent la vérité. Tu vois ce que je veux dire ? Ça fait que là où moi, je me reflète un peu dans Jul, c'est qu'il n'a jamais lâché l'affaire et qu'il a toujours été déter. Il a envoyé, à quand bien même les gens rigolaient au début de sa carrière, quand il est arrivé avec Cross Volley ou autre, il n'a jamais lâché l'affaire. Et ça, c'est quelque chose que je respecte et effectivement, je suis dans cette lignée-là. Ok. À la fin du morceau Ciao, dont on parlait au début de l'interview, à la fin, tu dis donc, tu as écouté ta conscience et tu t'es armé de patience. Il n'y a que comme ça qu'on atteint les sommets. Toi, c'est quoi les sommets que tu rêves d'atteindre ? Ah, franchement, ils sont trop hauts, je vais pas te mentir. Ils sont trop hauts. Et moi-même, je peux me surprendre parce qu'il y a des choses... c'est tellement loin, en fait, que je pourrais même pas te le dire. Tu vois ? Et je les vois pas encore. C'est-à-dire que quand je vais les monter, je te dirai « coucou, tu te rappelles quand je te disais ?» Ok, bon, on sera là pour voir ça. En tout cas, merci beaucoup, Lina. Je rappelle que ton deuxième album, Authentique, est déjà disponible dans les bacs. On retrouve des titres comme Mal de toi, qui a été numéro 1 sur Shazam et numéro 2 sur TikTok France. Yes, cool. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it. Walk it like I talk it. You. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey.